L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 210. Mon invité ce soir est le candidat UPR à l'élection présidentielle, François Asselineau. L'hebdo politique. François Asselineau, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Vous êtes le président de l'Union populaire républicaine, UPR, mouvement que vous avez fondé en 2007 et pour lequel vous avez toujours été président. Vous avez commencé par être inspecteur des finances, avant de devenir haut fonctionnaire dans plusieurs cabinets ministériels, avant d'être élu en 2001 conseiller de Paris sur la liste de Jean Tibéri, poste que vous occuperez jusqu'en 2008. Après avoir tenté de vous présenter une première fois à l'élection présidentielle en 2012, vous y êtes finalement parvenu en 2017. Vous avez terminé 9e sur 11 candidats lors du premier tour, réunissant 332 547 voix, soit 0,92%. Vous êtes lancé à nouveau dans la campagne pour 2022. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette année peut être la bonne pour vous et pour l'UPR ? Alors, d'une part, je pense que je vais faire un score meilleur que la première fois. Et d'autre part, je n'en suis pas tout à fait certain parce que nous sommes entravés. Alors, pourquoi je pense que je devrais faire un score meilleur ? Parce que les événements survenus depuis 5 ans n'ont pas arrêté de donner du crédit à toutes mes analyses. On a d'ailleurs des vidéos, on va les sortir au cours des semaines qui viennent, de rappel de ce que j'ai pu dire il y a 5 ans et de la réalité de ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont voté Macron ont cru qu'il allait tout changer, etc. En fait, il a aggravé la situation de la même façon que si Madame Pécresse, par exemple, était élue, puisque le narratif qui est en train de se mettre en place, c'est que Madame Pécresse serait la challenger de M. Macron. Tout est en train d'être organisé par les médias et les instituts de sondage, les grands médias, j'entends, de cette façon. Si d'aventure Mme Pécresse succédait à M. Macron, les Français se rendraient compte au bout de 6 mois qu'elle fait exactement la même politique. Donc moi j'ai expliqué pourquoi, j'ai expliqué que tout est décidé par l'Union européenne, par la Commission de Bruxelles, en vertu des traités européens, par la Banque centrale européenne à Francfort pour tout ce qui concerne l'euro, la politique budgétaire, les contraintes monétaires, etc., et par Washington pour ce qui concerne l'OTAN. Alors ça, c'est les éléments qui devraient normalement faire que ma notoriété a beaucoup progressé. Sur les réseaux sociaux, sur notre site upr.fr, nous faisons des scores considérables jusqu'à 2 millions, 2 500 000, 2 800 000 vues. Tout ça sont des éléments très positifs. Les éléments négatifs, c'est que tout est organisé actuellement par les médias pour organiser ce qu'on appelle, les journalistes savent ça, l'invisibilité. C'est-à-dire que nous avons demandé des dizaines de fois à tous les grands médias français de m'inviter. Je ne le suis jamais. Ce qui est un véritable scandale démocratique, puisque aux élections européennes qui ont suivi donc les élections présidentielles, celles d'il y a 2 ans, en 2019, la liste que je menais faisait 1,2%. Alors 1,2%, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas zéro. Et nous avons calculé que sur les 12 grands médias du CSA, nous devrions avoir donc 1,2%, enfin si c'était proportionnel, mais ce sera assez logique, 1,2% des émissions politiques sur 12 grands médias, il y en a une par jour ouvré à peu près. On a fait le calcul. Au cours des 2 années qui viennent de s'écouler, donc depuis les élections européennes, j'aurais dû être invité environ 75 fois. 75 fois, c'est 36, 37 fois par an. J'ai été invité 0 fois. Au même moment, vous avez des personnalités, je pense tout spécialement à M. Zemmour, mais c'était le cas en 2016 avec M. Macron, des personnalités qui ne se sont jamais présentées à quelque élection que ce soit, qui donc comme bilan ont 0 électeur, et qui bénéficient d'une promotion médiatique absolument ahurissante. Donc ça veut dire que l'élection présidentielle est en fait phagocytée, cannibalisée par quelques grands médias, donc par les propriétaires de ces médias. Alors pour votre campagne, vous avez lancé une collecte de dons pour atteindre 3 millions d'euros. Une proposition est d'ailleurs revenue dans le débat ces dernières semaines. Seriez-vous favorable à l'idée que l'État crée une banque de la démocratie pour que chaque candidat puisse avoir accès à des financements bancaires pour la campagne ? Non, moi je pense que, si vous voulez, le mouvement politique que j'ai créé, il a une particularité, c'est qu'il a 0 € d'endettement. C'est un principe. Et nous ne vivons que de l'argent que veulent bien nous donner les Français, sous forme de dons ou sous forme d'adhésion ou de cotisation annuelle. Voilà. On a un tout petit surplus qui est la vente de produits de la boutique UPR dans le cadre de la loi.
Voilà, c'est tout ce que nous faisons. Et moi, j'estime, au contraire, je trouve par exemple que les partis politiques ne devraient pas être financés par l'État. Si un parti politique dit des choses qui correspondent à ce que souhaitent les Français, eh ben, il trouvera l'argent. Si en revanche, il bénéficie d'un fonds de commerce, il y a des partis politiques, je pense par exemple, vous savez, moi je parle cash. Je dis par exemple que l'UDI, c'est une coquille vide. Est-ce que vous avez déjà vu autour de vous des gens qui sont adhérents à l'UDI? Non, ils ont, je sais pas, 2000 adhérents, peut-être même pas, 1500. Ils ont des ministres, ils ont des députés, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fonds de commerce, et donc ils passent dans les médias, et comme ils ont des députés, des sénateurs, etc., ils reçoivent de l'argent public. Nous n'avons ni députés, ni sénateurs, nous n'avons rien. Mais en quoi l'UDI correspondait à ce que souhaitent les Français? S'il y avait le système que je dis, nous devrions avoir, les partis politiques devraient tout simplement rechercher l'argent par eux-mêmes. D'ailleurs, nous, quand vous citez les 3 millions d'euros, les 3 millions d'euros que nous ambitionnons de collecter, on en a déjà collecté maintenant 180 000 euros à peu près, c'est pour l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivront. Et puis si on n'arrive pas à avoir tout ça, on réduira la voilure. En 2017, nous avons dépensé pour l'élection présidentielle quelque chose comme 1 300 000 euros, alors même que certains, paraît-il, grands candidats ont dépensé 22 millions d'euros. Alors moi, je ne sais pas comment ils font pour dépenser cet argent, puisque ils n'ont pas fait des choses extraordinaires. Je vais quand même vous donner quelque chose à réfléchir. Nous, on avait fait une réunion publique porte de la Villette, avec donc il y avait eu 7000 personnes qui étaient venues à Paris. C'était pour les 10 ans de l'UPR quelques semaines avant l'élection. De la même façon que nous allons faire la même chose pour les 15 ans, ça sera le samedi 26 mars 2022. Eh bien, pour organiser cette réunion gigantesque, on avait eu quand même 7000 personnes, ce qui était quand même beaucoup. Les médias, d'ailleurs, n'en ont quasiment pas parlé. Ça nous avait coûté 180 000 euros. Parce qu'il faut payer les locaux, il faut payer les sièges, il faut payer l'organisation générale, la sécurité, les enceintes, les éclairages, etc. 180 000 euros. Je crois savoir que M. Sarkozy, pour faire à peu près la même chose au même endroit, avait dépensé, alors un peu plus, il y avait peut-être eu 10 000 personnes, et nous 7 000, avait dépensé 6 millions d'euros. Alors moi, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas, c'est vrai que tout ça s'est terminé dans des prétoires, mais je ne sais pas comment ils font. Donc pour répondre à votre question, je pense que la véritable injustice, c'est pas une question de finances. Vous savez que pour une élection présidentielle, l'essentiel de la campagne, ça se fait dans les médias, à la radio, à la télé. Par ailleurs, l'État paye par lui-même déjà les affiches électorales, les bulletins de vote, 45 millions de bulletins de vote, et la profession de foi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des sommes mirobolantes. Bon, en revanche, la véritable injustice, c'est l'accès aux médias. Parce que quand vous pensez qu'une publicité vous savez, à l'issue du 20h de TF1, un 30 secondes, c'est des sommes fantastiques. Je crois des milliers d'euros. Comment? Des centaines de milliers d'euros. Oui, je crois que c'est du style 700 000 euros. Pour passer 30 secondes, vous imaginez quelqu'un qui passe de façon répétitive aux 20h de TF1 où vous avez 8 millions de téléspectateurs. Et quelqu'un comme moi qui suis totalement interdit d'antenne, contrairement à toutes les règles, d'ailleurs même les règles qui fixent le CSA qui a été complètement débranché. On est face à quelque chose d'absolument scandaleux, mais qui est connu dans toutes les dictatures. Là, nous avons une espèce de démocratie de façade, et M. Macron fait ce qu'il reproche à Maduro, le président vénézuélien, de faire, ou à Poutine en Russie de faire, c'est-à-dire d'organiser l'invisibilité des vrais opposants. Mais on est ici en tout cas pour parler de votre programme et de vos propositions. Alors il y a presque 15 ans, vous avez fondé l'UPR sur 3 idées majeures: quitter l'Union européenne, quitter l'euro et quitter l'OTAN. Alors sur l'Union européenne d'abord, le Royaume-Uni a mis votre souhait à exécution en activant l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet à un État de quitter l'UE. Alors qu'avez-vous retenu de l'exemple britannique et est-ce qu'il vous a confirmé dans votre conviction? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que d'une part, enfin, je veux dire, sauf à être d'une mauvaise foi insigne, les Britanniques ne sont pas un peuple d'extrême droite. Donc ils ont prouvé qu'on peut vouloir sortir de l'Union européenne sans être d'extrême droite, sans être raciste, xénophobe, antisémite, conspirationniste. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Je ferai d'ailleurs remarquer que le gouvernement britannique comporte des ministres issus de ce qu'on appellerait en France la diversité. Par exemple, Mme Priti Patel, la ministre de l'Intérieur,
est d'origine indienne ou pakistanaise. Bon, et d'ailleurs, elle ferme sévèrement l'immigration au Royaume-Uni. On pourrait parler aussi du ministre des Finances. Donc, ça, c'est un premier acquis. La deuxième chose, c'est que on vous rappelez ce qu'on nous avait dit en France, et même pendant la présidentielle de 2017, puisque le référendum sur le Brexit a eu lieu en 2016, et ensuite il y a eu des difficultés pendant plusieurs années de négociations. Bon, il faudrait 2 heures pour que j'explique à vos auditeurs pourquoi. Mais au bout du compte, on nous avait expliqué que ce serait l'apocalypse. Monsieur Macron avait dit qu'il accueillerait les réfugiés économiques du Royaume-Uni avec le tapis rouge. Je pourrais vous sortir toutes les citations. On avait dit qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui allaient traverser la Manche. Non seulement il n'y a rien eu de tout ça, mais la situation au Royaume-Uni, même si les médias constamment essayent de démolir Boris Johnson, même encore aujourd'hui, en France, on présente les choses comme quelque chose d'affreux, eh bien en réalité, la situation au Royaume-Uni est bien meilleure qu'en France. Le taux de chômage, c'est 4,5%. Nous, on est à 8%. Il y a eu pratiquement personne n'a fui le Royaume-Uni. C'est le contraire qui est vrai. Vous savez que le problème les migrants veulent tous aller au Royaume-Uni. Les Britanniques pensaient qu'il y aurait 4 millions d'Européens qui demanderaient un visa de long séjour, ceux qui vivaient depuis longtemps au Royaume-Uni, et que les autres partiraient. Il y a eu 6 millions qui ont voulu rester. Des grandes entreprises comme Google a créé son nouveau siège en Europe au Royaume-Uni. Boeing a créé son nouveau siège en Europe au Royaume-Uni. La place de Londres, qui était la place financière de Londres, et la City, est redevenue la première place financière au monde. On pourrait ainsi multiplier les exemples sur le fait que le Royaume-Uni est devenu très attractif. Et puis, il y a encore un autre bobard de la propagande qui disait, on nous dit à nous, si vous sortez de l'Union européenne, vous voulez refermer la France est beaucoup trop petite, nanina. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, il a fait quoi ? Il a renoué des liens avec tout ce qu'on appelle le Commonwealth, ses anciennes colonies. Il est redevenu une puissance planétaire et il nous a mis la pâtée, excusez-moi cette vulgarité d'expression, mais lors de l'affaire des sous-marins, puisque je n'ai pas rêvé, c'est un triomphe diplomatique pour le Royaume-Uni d'avoir, avec les États-Unis et l'Australie, éjecté la France du marché des sous-marins australiens. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est nous, notre appartenance à l'Union européenne, qui nous rikikise. On est devenu rikiki puisqu'on est soumis aux desiderata de tous les pays de l'Union européenne. Et je vais prendre 2 exemples extrêmement graves. Excusez-moi, mais moi j'aime bien parler des sujets les plus importants. Hein. Moi je ne suis pas là pour parler Pétain et les Juifs, ou bien est-ce qu'il faut le pronom Yel, etc. Ça, ce sont des diversions pour la population. Moi, il y a 2 choses qui sont très très graves en ce moment. C'est ce qui se passe avec la Chine et ce qui se passe avec la Russie. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, qui est le vassal idéologique et géopolitique des États-Unis d'Amérique, sont en train de monter constamment la pression, peut-être pour aller jusqu'à un conflit. Eh bien, la France, elle est embarquée dans un soutien à Taïwan contre la Chine. Je rappelle que De Gaulle avait justement reconnu la Chine populaire en 1966 contre Formose. Et ceci nous avait donné une aura mondiale extraordinaire. On est en train de saboter cet héritage de Gaulle vers ce qui est quand même la Chine. C'est quand même la première puissance démographique, économique, industrielle du monde maintenant. On est en train de partir en guerre contre ça, tout simplement parce que les États-Unis sont très inquiets de la montée en puissance de la Chine. Et la deuxième chose, c'est la Russie. Vis-à-vis de la Russie, ces jours-ci, voilà, on a des avions de chasse français qui, à 2 reprises, 2 jours de suite, ont été interceptés par les Russes. Mais qu'est-ce que font les chasseurs français dans le cadre de l'OTAN en mer Noire à quelques kilomètres des frontières russes? Qu'est-ce qu'on dirait pas s'il y avait des chasseurs russes qui arrivaient à quelques kilomètres du Finistère, de la base de nos sous-marins nucléaires à lanceurs d'engins à l'île Longue? Donc on a une posture agressive par notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. Donc vous voulez donc quitter l'Union européenne en activant l'article 50 du traité. Ce qu'ont fait d'ailleurs les Britanniques, très bien, ça s'est très bien passé. Quitter l'euro. Ça s'est passé. Il y a eu des négociations, viriles si j'ose dire, des négociations difficiles, mais tout le monde est resté en bon terme avec le Royaume-Uni. Il n'y a pas eu de problème juridique, parce que l'article 50 permet de sortir de l'Union européenne avec l'accord de tous, puisque c'est inscrit dans le traité de Maastricht, dans les traités de Lisbonne. Pour cela. Quitter l'euro, ensuite, alors certains vous avez rejoint sur la question en 2017, puis on fait machine arrière. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez changer notre monnaie ? Alors, il y a un point que j'aurais peut-être dû dire en préambule. C'est que si je propose la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas par nostalgie, ringardise, xénophobie, naninana. Non.
Le programme que j'ai présenté, qui est disponible sur notre site upr.fr en téléchargement, c'est le premier programme qui a été présenté par un candidat. Il fait 63 pages, tout le monde peut aller le consulter. Il est très, très exhaustif. Eh bien, ce que je veux, c'est rendre aux Français leur démocratie et faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ils veulent... actuellement, il y a un problème majeur de niveau de vie. La France est en train de s'appauvrir. Et moi, j'explique, mais c'est un petit peu compliqué, il faut un petit peu y réfléchir, j'explique que c'est notre appartenance à l'euro, donc à la même monnaie que l'Allemagne, qui nous oblige à des efforts de compétitivité constants, et nous n'avons encore rien vu par rapport à ce qui arrive, parce que Mme Merkel arrondissait les angles, ce que Olaf Scholz ne va pas faire. Donc si je dis qu'il faut sortir de l'euro, c'est pas parce que je suis un nostalgique du franc, c'est pas ça, c'est tout simplement parce que si on reste dans l'euro, et je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais tout ce que je dis depuis 14 ans, c'est toujours vérifié. Et tous les gens qui me connaissent professionnellement savent que j'ai une qualité, c'est que j'ai de la prescience, de la prémonition, je vois très bien ce qui va arriver. Eh bien, je peux vous dire que si nous restons dans l'euro, le peuple français va s'appauvrir toujours plus, de même que les peuples d'Europe du Sud. Parce que nous ne pouvons pas structurellement avoir la même monnaie que l'Allemagne ou les Pays-Bas ou le Luxembourg. C'est comme ça. Pour des raisons de structure économique, de tradition politique et sociale et syndicale, etc., etc. Si je propose donc de sortir de l'euro, c'est parce qu'il faut rétablir la France, redonner aux Français leur niveau de vie, permettre aussi une relocalisation des entreprises, parce que notre monnaie est trop chère par rapport à la compétitivité de l'économie française. Un dernier mot sur cette question. Je vois bien qu'il y a des gens qui font peur aux Français en disant « mais c'est trop tard, c'est pas possible, on va perdre 80%. » Mais c'est faux, tout ça, c'est ce que les Britanniques de Brexit avaient appelé « Project Fear ». Leur seul projet, c'est de faire peur aux gens, c'est de terroriser. Non, si nous sortons de l'euro pour créer le franc, d'abord ce ne sera pas la première fois dans l'histoire de France qu'on créera le franc. Ça a été créé la première fois en 1360 pour libérer Jean le Bon, c'est-à-dire le souverain. Si nous sortons de l'euro, eh bien, notre monnaie se dépréciera sans doute de l'ordre de 10 à 15% par rapport au dollar, mais nous aurons donc une baisse des importations, une flambée des exportations, donc ça a été estimé au moins 1 million de chômeurs en moins. Et puis nous prenons des garanties. Je donne ici des garanties aux Français. Leurs emprunts et leurs dettes seront convertis en francs, comme ils avaient été convertis du franc à l'euro en 2002, et personne n'y avait vu malice. Bon, et bien là, ça sera dans le sens inverse. Et ça n'aura aucun impact sur le montant de leurs dettes. C'est-à-dire que c'est pas parce que le franc perdra sur les marchés extérieurs 10 ou 15% que leur dette augmentera de 10 à 15%. Non, ils rembourseront en francs. Ça s'appelle la lex monetae. Et les retraites, parce que parfois je vois des adversaires politiques qui essaient de faire peur aux retraités en disant que si on fait ça, ça va être terrible. Je dirais deux choses. Mais la première, c'est que je prends la garantie d'indexer les retraites sur le niveau de vie, sur le cours des prix de l'INSEE, donc ils ne perdront rien. Et puis je dirais une deuxième chose aussi, c'est du pur bon sens. Figurez-vous que je suis français, et que dans quelques années, je serai retraité moi-même. Donc je suis le premier intéressé aussi à ce que les choses se passent bien. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui dit ça depuis 10 000 kilomètres. Hein. Alors quitter l'OTAN, enfin, cette alliance militaire de l'Atlantique Nord qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale contre l'URSS. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même que pendant la guerre froide, même si certains estiment que la Russie pourrait prochainement envahir l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN, on le précise. La Russie est-elle toujours une menace, selon vous ? Alors, écoutez, d'abord, l'OTAN a été créée en 1949, et je vais vous faire un petit aveu. C'est que lorsque je suis entré à l'ENA, j'avais jamais réfléchi que c'était pour répondre à la menace soviétique, parce que j'avais été bercé Or, quand vous regardez les livres d'histoire, vous apercevez que le pacte de Varsovie a été créé en 1953. Donc le pacte de Varsovie a été créé en réponse à l'OTAN et non l'inverse. De Gaulle avait dit, lorsque l'Union soviétique disparaîtra, l'OTAN disparaîtra. Là, il s'était trompé pour le coup, parce qu'il avait sous-estimé le fait que l'Europe occidentale, l'Union européenne en fait, est complètement assujettie mentalement, psychologiquement, etc., à l'impérialisme des États-Unis. Moi, ce que je vois aujourd'hui, si vous voulez, on en parlait tout à l'heure, ces menaces avec ces avions. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que qui masse des armes, du matériel militaire,
le long de la frontière de qui ? Et la France elle-même a prépositionné des engins blindés et des avions dans une base en Estonie qui est à 200 km de Saint-Pétersbourg. Tout le long de la frontière russe, en tout cas de l'Union européenne, vous avez maintenant des quantités d'engins blindés, d'avions qui menacent en fait la Russie. Là, on nous dit que la Russie pourrait envahir l'Ukraine. Ce qui semble vrai, je n'en sais rien, mais ce qui semble vrai, c'est qu'il y a effectivement, les Russes amassent des troupes. Mais pourquoi ? Parce que c'est qui a commencé, si l'on peut dire. Les États-Unis essaient de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est-à-dire que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, là, toute l'Ukraine sera alors à quelques 1500 km de Moscou, de toute la Russie, avec les armes stratégiques les plus importantes. Donc, normalement, dans ce genre vous savez, on a affaire à des superpuissances. Bon. Que diraient les États-Unis si la Russie mettait des armements tout le long de la frontière mexicaine? Est-ce que vous croyez qu'ils seraient contents? Ça ferait un scandale mondial. J'imagine d'ailleurs que l'Union européenne et la France diraient que c'est scandaleux, que c'est une provocation à l'égard des États-Unis. Donc normalement, dans ce genre de situation, il faut que les gens aient la sagesse de respecter ce que l'on appelle un glacis de protection. L'Ukraine fait partie de ce glacis de protection. Et si j'ai bien compris, il y a eu des conversations de très haut niveau entre Biden et Poutine, qui se connaissent bien, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Et si j'ai bien compris, Poutine a dit que la ligne rouge à ne pas franchir, c'est faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils n'interviendront pas militairement en Ukraine, mais si l'Ukraine bascule dans l'OTAN, c'est-à-dire contrairement à tous les engagements qu'avait pris George Bush, le père, vis-à-vis de Gorbatchev au moment de l'effondrement du communisme, là, ça sera considéré par la Russie comme une déclaration de guerre. Qu'est-ce que l'on fait ? Nous, d'ailleurs, la France a envoyé des avions le long de la frontière russe. Je le demande, ça coûte d'ailleurs des sommes folles, parce qu'une mission avec 3 avions, ça coûte très très cher. Qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, plutôt, alors qu'on a des problèmes à n'en plus finir en France métropolitaine, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Alors voilà donc pour les 3 points majeurs de votre programme. On va ensuite donc parler de la démocratie dans votre programme. Vous souhaitez rétablir, je cite, la démocratie la plus large possible. Alors pour cela, vous souhaitez mettre en place une réforme constitutionnelle soumise au référendum. Alors une des premières mesures, c'est l'instauration du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'était l'une des revendications principales du mouvement des Gilets jaunes. Alors quelles seront les conditions de sa mise en place ? Déjà, je ferai remarquer un point, c'est que ceux qui me connaissent depuis longtemps, ou tout simplement qui vont aller voir le programme que j'avais présenté en 2017, verront que ça y était déjà. Ça s'appelait, ce que j'appelais ça, le référendum d'initiative populaire. Bon, j'ai pris le RIC parce que c'est maintenant devenu un acronyme plus connu, mais ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui surfe sur les événements. Je reformule ce que je formulais il y a déjà 5 ans. Alors sur ce RIC, il faudra trouver des modalités. On ne peut pas avoir des référendums à tous les 4 matins, sinon ça serait ingérable. Donc il faut trouver des modalités qui permettent d'organiser ça de façon sereine, comme le font les Suisses avec leur votation. Je crois que c'est une période dans l'année, ou 2 périodes dans l'année, ou bien les Californiens. C'est-à-dire que les Californiens, c'est au moment des élections qui ont lieu tous les 2 ans, vous savez, pour la Chambre des représentants. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a des référendums d'initiative citoyenne. Eh bien, il faut faire la même chose en France. Il faudra prévoir qu'il y ait, par exemple, une période dans l'année, ou bien une période, je sais pas, oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Il faudrait qu'il y ait aussi un minimum de signatures, de dépôts de signatures. Maintenant, c'est très facilité avec Internet, où les gens pourront aller déposer dans des mairies leur signature sur une pétition. Vous savez qu'avec Internet, des systèmes style change.org et tout, vous pouvez recueillir, je sais pas, 500 000, 700 000 signatures. Il faut pas qu'on fasse des référendums sur tous les sujets, sinon ça serait le blocage des institutions. D'autant que les Gaulois sont quand même des Gaulois, hein, comme disait De Gaulle. C'est le pays des 365 fromages, tout le monde a son avis sur tout. Ce qui est bien d'une certaine façon. Ce qui est moins bien, c'est qu'ils sont devenus apathiques. Ils regardent Apathie, justement, sur France Info. Donc ils sont là à réciter, pour un certain nombre d'entre eux, à réciter ce qu'ils entendent sur BFM TV ou bien sur TF1, sans se documenter par ailleurs. Donc voilà, moi je vous dis, il faudra que ça soit sans doute une période de l'année, avec un minimum de signatures, et puis je pense que c'est sur tous les sujets. J'ai pris dans mon programme, donc sur upr.fr, que les gens peuvent aller voir et télécharger, j'ai pris un engagement que je suis certain que je suis le seul candidat à prendre cet engagement, c'est que je propose
27 sujets très importants où où j'ai des propositions très très précises et très concrètes, notamment l'augmentation du niveau de vie, très importante. Également, donc s'occuper de la sécurité qui préoccupe tant les Français, à la fois en donnant des vraies dotations budgétaires à la police, à la gendarmerie et à la justice, mais aussi en ayant une société qui arrête de créer des disparités sociales trop importantes. Parce que, si vous voulez, actuellement, il y a de plus en plus de pauvres et puis quelques centaines de personnes de plus en plus riches. Ça crée toutes les conditions d'une explosion sociale et d'une montée de l'insécurité. Donc tout ça, je fais toutes ces propositions. Et la dernière des propositions que je fais, et je pense que je suis le seul candidat à le faire, c'est que je dis que si, à mi-chemin, au bout de 2 ans et demi de mandat, je n'ai pas mis en œuvre la moitié de ces propositions, eh bien j'organiserai un référendum pour demander aux Français s'ils veulent, c'est que stop ou encore, est-ce que je continue mon mandat ou est-ce qu'ils me révoquent. Voilà. Et je pense que c'est très important. Et pourquoi je fais cette proposition? Pourquoi je me permets de la faire? Parce que je suis certain de pouvoir mettre en œuvre mes propositions, justement parce que je m'en donne les moyens juridiques en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Tous les autres candidats, de Mme Le Pen à M. Mélenchon, en passant par Zemmour, en passant par Mme Pécresse, en passant par Jadot, etc., font des quantités de promesses. Donc les Français, ils voient que les promesses ne sont pas tenues. Et donc il y a beaucoup de Français qui abandonnent et qui se disent « moi, tous les politiques, je ne veux plus en parler ». Mais pourquoi? Moi, j'explique depuis 14 ans qu'ils ne peuvent pas tenir leurs promesses, parce qu'une fois que les flonflons de la campagne électorale se sont éteints, eh bien à ce moment-là, ils découvrent la réalité qu'ils sont obligés d'adopter, d'accepter les directives venues de Bruxelles ou venues de Francfort ou de Washington. C'est ça, la vérité. C'est pour ça que les autres candidats ne peuvent pas prendre l'engagement que je prends, moi, de ce référendum révocatoire au bout de 2 ans et 6 mois. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir été avec nous dans l'Hebdo Politique. Je rappelle que vous êtes le candidat à l'élection présidentielle de l'UPR. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.